Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi, ça va très très bien, j'ai passé une belle matinée là ce matin. On avance toujours sur le 7e congrès Innovation en éducation qui va avoir lieu là le 21 et le 22 février à Nîmes. Il reste encore des places. D'ailleurs, je crois qu'il nous reste un peu moins de 300 places, si mes souvenirs sont bons. Donc, si vous voulez venir, vous tapez Congrès Innovation en éducation. Je vous rappelle, peut-être que vous n'étiez pas au courant, il y aura plus de 10 conférences sur place, 40 exposants et puis 14 ateliers pédagogiques et participatifs pour vivre des expériences directement sur place. On sera à peu près 800 personnes entre les exposants et les congressistes. C'est au nouveau Palais des Congrès de Nîmes, donc c'est un lieu qui est tout neuf, qui va être terminé là, si je dis pas de bêtises, le 12 décembre, donc ça va être nickel, la salle elle est magnifique, elle peut accueillir 650 personnes. Le son est juste dingue, en fait ils ont de nouveaux outils acoustiques qui sont assez incroyables. Donc on va passer encore un chouette moment, c'est déjà notre 7e édition. Le congrès a lieu tous les 2 ans, donc je vous invite à pas le rater si vous êtes dans le coin ou si vous avez envie de venir. Parce qu'en 2028, on sera à Montréal pour la 8e édition, donc au Canada, et en 2030, on sera à Lille. Donc, vous tapez Congrès Innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez directement sur le site du congrès. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qu'on a réalisée autour du congrès. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec Amanda. On va parler nutrition aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être passionnant. Il faut sortir d'une éducation punitive, sévère. Il faut sortir des humiliations verbales et physiques. On a la chance d'être au XXIe siècle et d'avoir des pistes pour que nos enfants aillent mieux. Il ne faut pas forcément aller au plus près, pas forcément aller au moins cher, mais il faut vraiment trouver ce qui fait vibrer son cœur. Une dizaine, une quinzaine d'années, il y a quand même énormément de recherches, énormément de travaux, énormément d'ouvrages. Donc l'idée, c'est pas d'évaluer ou de porter un jugement, c'est de pouvoir se dire comment on peut améliorer le système et lui apporter des éléments supplémentaires qui vont pouvoir l'enrichir. Les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles des gens de terrain qui peut-être voient les problèmes au quotidien et aimeraient prendre des mesures beaucoup plus radicales. Je me désole de voir à quel point on traîne en France. Et pourtant, on a des endroits comme aujourd'hui où les conférenciers sont de qualité. On repart avec des vrais outils. Ce que je veux, c'est que les enfants soient heureux. Souvent, quand on fait ce choix d'orientation, on dirige l'élève vers la recherche d'un métier. C'est pas qu'est-ce que je veux devenir, mais qu'est-ce que je veux faire pour être productif et économiquement. Écoutez vos enfants, ils ont beaucoup de choses à vous dire. On va les inviter à devenir des héros de la joie. Un héros de la joie, c'est quoi ? C'est un enfant qui sait prendre soin de lui et sait rendre heureux les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on travaille dans la coopération. On a besoin de travailler la coopération avec les jeunes. Or, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la compétition. J'aimerais sensibiliser les jeunes sur l'origine de leurs ambitions, de leurs rêves et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont une certaine vision du succès. Une priorité pour moi dans le système éducatif, c'est cette capacité à écouter pour pouvoir pleinement s'épanouir et se réaliser à travers nos études et à travers notre travail. C'est au-delà de séminaires, de lectures, de partage des théories. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Je crois que ça fait du bien à tout le monde en fait de vivre cet événement. Croyez en vous, croyez en l'autre, allez-y quoi.
Magnifique congrès. Je vous montre à l'écran d'ailleurs la page de couverture de notre dernier magazine Innovation en éducation là, qui va sortir courant janvier. Si vous voulez le recevoir, donc c'est IA, l'intelligence artificielle, menace ou révolution. Le guide pour parents et enseignants, si vous voulez vous le procurer, c'est très simple. Vous tapez magazine Innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site pour vous abonner directement au magazine. On en est déjà au numéro 30, ça fait déjà plus de 5 ans que ce magazine existe. On est très fiers, vous êtes plus de 4000 abonnés dans 40 pays. Un grand merci d'ailleurs pour tous les messages que vous nous envoyez quotidiennement. On est ravis que ça puisse vous aider dans votre rôle d'enseignant et de parent. Je vais faire apparaître tout de suite Amanda. Bonjour Amanda. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Ça va bien. Moi, je suis à Barcelone, donc il fait froid, mais pas encore comme en France et en Belgique. Ah oui, j'imagine. Il fait combien de degrés là, en ce moment à Barcelone ? Je pense qu'il fait 12-13. Ah ouais, c'est comme à Montpellier. Moi, je suis à Montpellier. Ah bah ouais. Ouais. On est bien quand même, ça va. Quand tu sors et qu'il y a le soleil, ça va. Ouais. C'est pas l'hiver. Non, c'est pas encore l'hiver. C'est pas encore les trop grosses vestes, donc ça va. C'est ça. Et puis c'est beau. J'adore l'automne. C'est beau. Ah, tu m'étonnes, c'est magnifique. Amanda, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement parce qu'une heure, ça passe très très vite, tu vas voir. Oui, c'est vrai. Alors, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Amanda ? Que fais-tu dans la vie ? Ok. Donc, je suis Amanda Abagima. Je fais plein de choses, mais mon but principal, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur corps à travers l'alimentation qui leur convienne. Donc, j'aide les personnes avec des coachings en nutrition à trouver l'alimentation qui leur convient. Je suis aussi autrice de 2 livres de recettes, un qui s'appelle « Cuisiner le monde sans sucre » et aussi le nouveau qui est sorti en octobre qui s'appelle « Ma pâtisserie sans sucre ». Je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram, donc je partage énormément de recettes sans sucre, sans gluten. J'essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse y retrouver et kiffer, adorer, aimer et bien manger sans se priver. Et je fais aussi des ateliers dans les écoles où je fais des ateliers nutrition, en entreprise aussi, et je fais aussi chef privé. Je suis aussi maman de 2 petites filles. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est aussi du travail. Voilà, donc je suis aussi maman de 2 petites filles, 7 ans et 4 ans. Et je pense que c'est tout. C'est déjà très bien. Tu dois être très occupée, j'imagine. Ah oui, très occupée, oui. Alors, j'imagine qu'il y a eu un déclic à un moment donné dans ta vie pour que tu t'intéresses à l'alimentation. Parce qu'on voit bien toi qui as des enfants, on n'est pas éduqué dans notre société justement à bien manger, à avoir une alimentation, comme je le dis souvent, qui t'apporte de l'énergie, de la vitalité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours de vie pour que tu t'y intéresses ? Je suis un peu comme toute personne, toute femme des années 80, qui a grandi dans les années 80 et 90, où j'ai fait des milliers de régimes. J'ai essayé de me trouver à travers les clips vidéo, les modèles de l'époque, Naomi Campbell et compagnie, Kate Moss, et j'ai fait énormément de régimes. Ensuite, j'ai pris énormément de poids, vu que régime, c'est un moment, et puis après, on reprend le poids. Et je suis arrivée à un poids, pour moi, qui était de non-retour à ce moment-là, où je ne me sentais pas bien physiquement. J'avais atteint, si je peux parler de chiffres, je fais 1m61 et j'étais à 105 kilos. Et j'étais en très mauvaise santé. Ce n'était pas que le poids, mais c'était juste après aussi une grossesse. Donc, ma première grossesse, j'ai accumulé énormément de poids. Et ce poids était aussi émotionnel parce que je venais de perdre mon frère aussi. Donc, c'était vraiment une accumulation. Et je pense que le poids, c'est souvent une armure en fait qu'on se met. On se protège, on se cache aussi. Et ce poids, j'en pouvais plus. Et c'était surtout que, vu que mon frère était décédé et que je venais d'avoir un bébé, je me suis dit, je veux vivre.
je veux vivre et je ne peux pas rester comme je suis parce que je ne me plais pas, je ne suis pas en bonne santé et maintenant j'ai un petit humain que je dois m'occuper et je veux rester en vie le plus longtemps possible. Donc ça a été un peu mon déclic de me voir. En fait, je ne m'étais pas vue. C'est lors de l'anniversaire, le premier anniversaire de ma fille, où je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là, Amanda. Il est temps de faire quelque chose. Et quand je me suis vue réellement, je me suis dit, il fallait que le changement opère. Waouh! Et là, j'imagine que c'est un long cheminement, non, pour passer, donc tu disais, de 105 kilos à je ne sais pas combien tu fais là aujourd'hui. Mais j'imagine que c'est un long parcours, un long cheminement, et peut-être beaucoup de résilience. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours? Oui, ça a été un long parcours, mais ça n'a pas été un parcours difficile parce qu'on a toujours l'impression que quand on prend certaines décisions par rapport à notre santé, que ça va être quelque chose de difficile. Donc, j'avais déjà l'habitude de faire des régimes et là, je me suis dit, bon, allez, je vais encore faire un régime de plus. Et en fait, quand on est dans une démarche de régime, on ne comprend pas exactement l'effet des aliments sur nous. On ne comprend pas, en fait, on suit tout simplement des directives ou des trends. Et là, en fait, au début, c'est vrai que c'était un peu une trend parce que c'était juste avant le Covid et c'était le régime cétogène que maintenant j'appelle l'alimentation cétogène où j'avais vu en fait une amie à moi qui avait perdu énormément de poids. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Et elle m'a dit, écoute, j'ai fait le régime keto, tout le monde fait ça au States, tu n'as jamais entendu parler de ça? Je dis, pas du tout. Et le soir même, j'ai été sur Google et j'ai tapé régime keto, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai dit, c'est intéressant, je peux manger des protéines, je peux manger du gras, je peux encore manger du chocolat, j'aime tout ce qui est plat en sauce, ça me paraît pas bien compliqué s'il faut juste réduire sa consommation des féculents. Voilà. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien cuisiner. Et pour vraiment marquer le fait que je commençais mon régime, je l'ai annoncé sur les réseaux parce que je voulais me mettre une certaine pression aussi et me responsabiliser envers les autres en disant, voilà, je commence quelque chose. Donc, j'ai commencé le régime cétogène. J'ai directement commencé à apprendre, essayer de comprendre. À ce moment-là, c'était juste essayer de comprendre. Et au bout d'1 mois, j'ai perdu 7 kilos. Donc, le premier challenge, le premier palier était assez impressionnant, mais ça a été un déclic de plus pour moi parce que je me suis rendu compte que je fais tout à fait l'inverse de tout ce qu'on m'a appris au niveau de la nutrition. C'est-à-dire que je mange des protéines, je mange du gras et je perds du poids. Et j'ai perdu beaucoup de poids et je n'avais pas faim. Voilà. Et c'était, je me sentais bien dans mon corps et aussi je me suis rendu compte que c'était une alimentation que je pouvais continuer pendant longtemps. Donc, ça a attisé ma curiosité et je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, je me suis dit, régime cétogène, populaire aux États-Unis, je dois partir aux États-Unis. Et donc, je suis partie en Californie. Je connaissais déjà la Californie parce que j'y avais vécu et j'y avais travaillé. Et j'ai décidé d'aller rencontrer les experts comme Dr. Eric Westman qui a travaillé avec Atkins. J'ai rencontré Dr. Baker aussi qui est un grand nom au niveau du carnivore. J'ai rencontré énormément de personnes et j'ai fait un atelier et je me suis dit mais en fait je comprends pas parce qu'à ce moment-là c'était pas encore populaire en Europe. Je dis mais je comprends pas pourquoi c'est pas aussi populaire et au final c'est la manière de manger la plus logique en fait et ce qui donne de l'énergie, qui me permet de me sentir bien. Et donc, je me suis formée là-bas aux États-Unis, puis je suis revenue ici en Europe et je me suis dit, mais en fait, je veux partager encore plus mes connaissances. Et donc, j'ai commencé un cursus en nutrition et en sport et j'ai appris énormément sur l'alimentation, mais pas seulement la perte de poids, mais aussi comment l'alimentation pouvait avoir un impact sur ma santé mentale.
sur la manière dont ma manière de me présenter, donc ma silhouette, et aussi sur mes capacités intellectuelles. Et la suite, on est ici. Hein. Et là, ça fait combien d'années? Ça va faire 7 ans quand même. Ça fait déjà 7 ans, ouais. Okay. 7 ans. Tu parles de régime, c'est vraiment le terme? C'est vraiment un régime? Pour moi, c'est une alimentation. En fait, c'est l'alimentation cétogène. En anglais, on dit diet, mais on dit carnivore diet, on dit... quand on parle de diet, c'est l'alimentation, en fait. Hein. Ouais. Et en Europe, le mot diet, c'est régime. Mais après, régime, c'est pas toujours péjoratif parce qu'un régime alimentaire, que ça soit végétarien, que ça soit paléo, que ça soit IGBA, que ça soit cétogène, ça reste un régime alimentaire. C'est juste le mot qui a perdu sa connotation, qui a pris une connotation négative. Mais régime ne veut pas forcément dire perte de poids. C'est juste une manière de s'alimenter, en fait. Donc, pour moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis dans une alimentation faible en glucides, en sucre, donc en sucre dans sa globalité. Et donc, la réduction des sucres a été quelque chose de majeur dans mon alimentation, d'où le régime cétogène, low carb et IGBA. Ok, parce que quand on parle de sucre, pour toi, tu parles aussi du sucre des fruits ou du sucre transformé? Je parle des sucres transformés, je parle du sucre, je parle aussi même du sucre que l'on peut trouver dans certaines farines. En fait, je parle de tout ce qui peut impacter le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie. Voilà. D'accord, ok. Oui, donc tout ce qui est fruits, le sucre naturel, il n'y a pas de souci, quoi. Le sucre naturel des fruits, ça dépend quel fruit. Voilà, ça dépend quel fruit. Je trouve que de toute façon, la nature est bien faite et que si on mangeait vraiment de saison, en fait, on mangerait pas autant de sucre. Voilà. Parce que quand on dit, oui, la banane, c'est pas grave. Oui, mais c'est vrai que c'est pas grave quand tu vis en Afrique et tu manges de la banane et qu'il fait chaud et que tu transpires et que tu te dépenses. Mais quand tu es sédentaire et que tu manges une banane tous les jours, on parle quand même et que tu manges une banane et que tu manges du riz et que tu manges du pain et que tu mets du sucre dans ton café et que tu manges du chocolat et que tu manges de la viennoiserie et que tu manges ton croissant, ça fait beaucoup de sucre. C'est clair. Voilà. Ça veut dire que si je lis entre les lignes, il semblerait que tu puisses recommander que ce soit vraiment bon pour tout le monde, c'est ça? Ou parce que moi, je suis plutôt partisan de dire que on a tous un style alimentaire vraiment qui nous convient. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay. À partir du moment où on est tous différents, de toute façon, tu es un homme, je suis une femme, je suis petite, tu es peut-être grand, je suis d'une autre ethnicité. Donc, je pense que de toute façon, l'alimentation, elle est variable et elle est interchangeable et elle dépend de chaque personne et aussi de l'état de santé. Moi, quand par exemple, on regarde les chiffres et quand on se regarde et qu'on regarde les analyses et qu'on est en bonne santé avec l'alimentation que l'on pratique, il n'y a pas de problème. Mais quand certains aliments que l'on va consommer va entraîner des pathologies comme des troubles de comportement alimentaire, va entraîner du surpoids, va entraîner de l'hypothyroïdie, des troubles du sommeil, va entraîner des ovaires polycystiques. Quand l'alimentation te rend malade, c'est à ce moment-là qu'il faut se remettre en question et essayer de comprendre est-ce que c'est l'alimentation qui me convient. Donc, les exemples que j'ai donnés, c'est des exemples en fait qui me sont propres et qui concernent énormément de personnes. Donc, moi, je pense que de toute façon, la réduction des sucres est primordiale. Des aliments transformés est importante dans notre société. On mange déjà trop et on mange trop de sucre. Là, on est bien d'accord. Ce qui veut dire que c'est un peu ce que je dis moi aussi dans le cadre de mes activités. J'entends se remettre à cuisiner déjà, tout simplement, plutôt que de... On est d'accord. Oui, ça, c'est la base.
Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire facteur temps, on est très occupé, mais en fait, il faut apprendre à ralentir. Parce que justement, à être trop occupé, ça entraîne des maladies cardiovasculaires, ça entraîne du stress, ça entraîne du burn-out, ça entraîne beaucoup trop de pathologies. Tout le monde est sur la mélatonine, on ne dort plus. Donc, en fait, il faut ralentir. Et ralentir, ça veut dire cuisiner. Cuisiner, ça veut dire partager. Cuisiner, ça veut dire aussi savoir ce que l'on met dans notre assiette et être en connexion avec ce que l'on mange. Voilà, parce que quand on cuisine, on connaît aussi les quantités qu'on va ingurgiter. On sait, on peut jouer avec les saveurs et donner le meilleur à notre corps. Tout à fait. Est-ce que tu penses que ça nécessite d'avoir des compétences de cuisiner? Parce que tu sais, il y a des gens, je crois qu'on connaît tous quelqu'un qui nous dit « Ah non, mais moi, je ne sais pas cuisiner, ça me saoule. » Ou est-ce que tu penses qu'il faut avoir des compétences spécifiques? Non, je pense qu'il faut avoir les ustensiles. Donc, il faut avoir déjà une cuisine Oui, pour cuisiner. Et il faut avoir un peu de courage pour aller vers les courses. Mais je ne pense pas que c'est difficile de cuisiner. En plus, on vit dans un monde où on a nos téléphones non-stop à portée de main. On a nos ordinateurs, on a accès à des livres, on a des iPads, on a la télé. Donc, voilà, je trouve que même... voilà, tout est à notre disposition. Donc, si on veut cuisiner, on cuisine, en fait. Voilà. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est plutôt une question de là où je mets mon temps aussi, quelque part. Voilà. Oui, c'est là où on met son temps. Et il faut pas forcément quelque chose de bien compliqué pour bien se nourrir à partir du moment où la nourriture n'équivaut pas que au plaisir, mais qu'on comprend le sens de la nourriture, que la nourriture va nous guérir, que la nourriture va nous donner de l'énergie pour pouvoir être productif, et ben alors on n'a pas besoin d'aller faire 10 000 recettes. Une bonne protéine, un bon légume, une bonne source de gras, c'est suffisant. Est-ce que dans ce cas-là, ta vie, elle n'est pas trop tournée, tu sais, je pense que je pose la question parce que je me dis, il y a des gens, tu sais, qui peuvent imaginer ça, que ta vie, après, elle est trop tournée autour de là, il me faut 10 grammes de protéines, 20 grammes de glucides. Est-ce que c'est le cas, d'ailleurs? Et si c'était pas le cas, est-ce que tu pourrais développer cette partie? Parce que je pense que ça peut inquiéter les gens, tu sais, que ça devienne trop strict, en réalité, quoi. Alors que manger, c'est avant tout un plaisir, quoi, en réalité. Ouais. C'est vrai que au début de mon cheminement, je devais apprendre. Donc, quand on apprend, on passe par la théorie et on comprend ce que c'est déjà une protéine, ce que c'est déjà le bon gras, ce que c'est déjà les glucides, ce que sont les légumes et qu'est-ce qu'ils nous apportent. Voilà. Donc, je pense que la partie connaissance, elle est quand même assez importante. C'est comme quand on apprend à lire. Après, on se pose plus la question. Quand on apprend à conduire ou à rouler à vélo, on monte sur le vélo et on y va, quoi. Voilà. Donc, au début, oui, j'ai fait mes recherches, mais maintenant, après, c'est plus des automatismes où, voilà, je sais que je vais manger à chaque repas au moins 150 grammes de protéines. Pour la répartition des graisses, je suis à 58 kilos. Je vais répartir, par exemple, sur toute ma journée, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, c'est comme ça que je fais ma répartition. Et pour mes légumes, si c'est de la salade, c'est à volonté. Si c'est certains légumes, courgettes, aubergines et compagnie, je vais manger 100 grammes. Voilà, mais c'est pas du calcul, c'est aussi s'écouter. Et j'ai des périodes où je vais manger plus parce que je suis une femme et qu'on fonctionne aussi avec un cycle hormonal et c'est OK de manger plus. Mais je vais toujours donner le meilleur à mon corps. Est-ce qu'en parallèle, tu as une activité sportive? Oui, je fais du sport, mais après, c'est pas quelque chose que j'ai mis en lumière en premier parce que sinon les gens vont dire « Ah ben oui, tu as perdu 50 kilos parce que tu fais aussi du sport ». Non, parce que c'est vraiment, comme on dit, les abdos, le corps se prépare dans la cuisine. C'est vraiment 80% de nutrition et 20% de sport. Voilà, quand je dis que je fais du sport, je fais vraiment du renforcement musculaire. Au début, j'ai fait un peu l'erreur, comme tout le monde, où on se dit, on va faire du cardio, je vais aller courir non-stop, je vais brûler des calories, je vais transpirer, et parce que je vais transpirer, je vais maigrir. En fait, non, le renforcement musculaire m'a vraiment aidé à être plus forte, à créer aussi du muscle, parce qu'après, on comprend qu'avec l'âge, le muscle est très important, parce que même le muscle a une mémoire.
Et tout ça, c'est assez important. Le muscle est important. Et donc, j'ai fait du renforcement musculaire. Ok, oui, parce que si j'écoute ton postulat, en fait, pour toi, donc tout part de l'alimentation. Ouais. Et donc, le sport en parallèle, ce serait vraiment plutôt de l'entretien physique, pour notamment aussi continuer à libérer les toxines et autres. Moi, je serais plutôt partisan, si je devais rajouter quelque chose, de dire que comme on est dans des sociétés très sédentaires, ça nous permet de remettre du mouvement aussi dans notre vie. Tu sais, comme on est tout le temps assis derrière un ordi, assis dans les transports, assis dans notre voiture, assis à la maison, je trouve qu'on manque maintenant vraiment de mouvement dans notre société qui nous a vraiment ultra sédentarisés. Et je pense que c'est important dans un cycle de bien-être, tu sais, pour être bien dans son corps et pour être bien dans sa tête. Moi, je ne perçois pas le sport que comme de l'entretien, en réalité, quoi. Ça a aussi des bienfaits qui sont prouvés par la science, quoi. Bien sûr, et je pense que ce que je dis souvent aussi sur les réseaux, c'est que le sport m'a aidé à avoir une discipline, le sport m'a aidé à m'aimer, et le sport m'aide aussi ma santé mentale. Quand je fais du sport, vu que je suis une maman, je suis très occupée, le sport, c'est mon moment à moi, pour moi. Voilà. Donc, le sport, ça a vraiment cet impact aussi sur la santé mentale, c'est se faire la promesse de faire quelque chose et d'y arriver jusqu'au bout. Voilà. Donc, pour moi, le sport, c'est pas juste l'entretien, mais ça fait partie, en fait, de mon cheminement vers mon bien-être. C'est mon activité, c'est mon moment à moi, c'est mon moment où je me libère, c'est mon moment où j'enlève mon stress et c'est le moment où je suis en connexion avec chaque partie de mon corps. Oui, ce qui me paraît important, en tout cas, moi, j'aurais vraiment tendance à vouloir le recommander à tous les citoyens, d'avoir, tu vois, cette activité dont tu parles, qui te permet de libérer, tu sais, alors peu importe ta vie, hein, que tu aies des enfants ou pas, marié ou pas, en couple ou pas, et peu importe ton métier, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on a tous besoin, à un moment donné, en fin de journée notamment, de pouvoir un peu exploser, tu sais, et peu importe ce que c'est, hein, ça peut être de la course à pied, de la natation, du vélo, de la marche, enfin, peu importe ce que c'est, mais ce besoin de libérer un petit peu ce trop-plein de journée, et même si on kiffe ce qu'on fait, hein, parce que tu l'as dit, enfin moi je le vis tous les jours je vais faire 1 heure de vélo, je le fais parce que j'aime le sport, mais parce que, et je te rejoins sur cette idée, je vois bien que mon mental est complètement différent quand je reviens d'1 heure de vélo. C'est comme si j'étais quelqu'un de différent avant et après, quoi. C'est assez étonnant. C'est vrai. Je pense vraiment que le mental, enfin, le sport, c'est vraiment ça, c'est une discipline mentale, quoi. C'est pouvoir c'est un moment qu'on a à nous. On peut faire du sport en groupe, et même en faisant du sport en groupe, en fait, tu es face à toi-même, tu es face à tes performances, tu es face à ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire, ce que tu as envie d'améliorer aussi. Et je trouve que le sport, pour ça, en tout cas, si on en a les capacités physiques de le faire, il faut le faire. En tout cas, bouger, danser, même quand on cuisine, on est debout en général dans sa cuisine, c'est une sorte de sport. Voilà. On est bien d'accord. Tu parlais de santé mentale, tu fais le lien, tu sais, entre l'alimentation et la santé mentale. Maintenant, c'est vrai qu'on a des preuves scientifiques, il y a des chercheurs qui sont intéressés à tout ça. Est-ce que toi, déjà, tu l'as vraiment mesuré, toi, dans ta vie, entre avant et après, tu vois, quand tu changes de style d'alimentation? Est-ce que tu as l'impression, en dehors du sport, on vient de dire que ça nous aide, et que purement de l'alimentation, est-ce que tu avais le sentiment, ou encore maintenant, je sais pas, d'être plus créatif, d'être mieux dans ta tête, d'avoir des pensées peut-être plus positives? Comment tu vis ça très concrètement? Au niveau de l'alimentation, j'ai pu constater, je le constate encore maintenant, que si par exemple je mange, avant, quand je mangeais trop sucré, j'avais un peu cet effet de gueule de bois le lendemain. Voilà. Donc, on peut se sentir, après avoir mangé beaucoup trop de sucre, ou avoir mangé un gros plat de pâtes, voilà, par exemple. On a mangé un gros plat de pâtes, on a mangé des croissants le midi, on a mangé du riz, et puis après, on a mangé un gros plat de pâtes en fin de journée. On a un peu cette boule au ventre, on est fatigué, on est démotivé, on n'a rien envie de faire. Et en fait, moi, c'était un peu constant, cet état d'esprit. À chaque fois que je mangeais de trop de glucides, trop de sucre, j'avais cet effet où j'avais un espèce de brouillard mental. Voilà, c'est ça.
brouillard mental et je ne pensais pas clair, une déconcentration incroyable où j'avais besoin d'être stimulée, j'avais besoin de prendre énormément de caféine ou de soda pour me stimuler, en fait, pour me réveiller. Voilà. Et ça avait un effet sur ma santé mentale. Je ne me sentais pas productif. Quand on ne se sent pas productif, on se remet en question. On se remet en question sur toute sa vie. Et puis, on n'arrive à pas faire une tâche. Donc, moi, je le sens vraiment que quand je mange quelque chose qui est trop sucré pour moi, voilà, j'ai mon crash 2 heures après. Mais après, ça, c'est même biologique. Hein. Voilà. Donc, on fait de l'hypoglycémie, en fait. Hein. Et ça a un impact sur la santé mentale, clairement. Et en plus, il y a de plus en plus d'études maintenant qui font le lien entre la surconsommation des sucres, des produits industriels et les maladies neurodégénératrices. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est même pas... c'est pas juste « Ah, c'est bizarre, je me sens bizarre ». Non, c'est même biologique, en fait. Oui, complètement. Ouais. C'est même physiologique. Et à l'inverse, donc du coup, depuis que tu as changé ton alimentation, du coup, le phénomène est inverse, c'est ça? Tu te sens plus créative? Je me sens complètement... Déjà, j'ai fait un changement de carrière à 360 degrés. Donc voilà, j'étais assistante de direction dans une grosse boîte. Et ensuite, voilà, maintenant, je me suis développée dans la nutrition. J'ai ce besoin d'aider. J'ai toujours eu ce besoin d'aider les gens. Mais là, de pouvoir aider les personnes à retourner aux sources, parce qu'au final, l'alimentation, c'est la source. Voilà. Quand on est tout petit, en fait, on boit que du lait et puis après, ensuite, on fait rentrer certains aliments et on apprend, en fait, à l'enfant, au corps de l'enfant à goûter, à découvrir des saveurs et tout. Et je trouve qu'en fait, ce que moi, je fais, c'est que je réapprends en fait, aux personnes à se connecter avec la nourriture, à comprendre ce qu'ils mangent et l'impact de chaque aliment, en fait, sur leur santé. Alors, comment tu fais pour ça? Je fais des accompagnements de nutrition, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment partir sur le basique. Donc, on va commencer par manger tes protéines, tes légumes verts, par exemple, et tes bonnes graisses. Voilà. On va commencer comme ça pendant 1 semaine. Et puis après, on va réintroduire. C'est un peu comme la diversification alimentaire quand on a des enfants. Et puis, on va introduire un peu de produits laitiers. Est-ce que les produits laitiers te conviennent ou pas? Il y a quand même plus de 80% de la population mondiale qui a une intolérance légère ou puissante aux produits laitiers. Donc, on ne se rend pas compte, mais une intolérance, ce n'est pas forcément avoir une éruption cutanée. C'est peut-être avoir des éternuements après avoir mangé du fromage ou avoir le coude qui commence à gratter, le nez qui gratte, le cuir chevelu qui gratte. Donc, c'est être à l'écoute des aliments. Donc, c'est-à-dire, tu manges du fromage, 2 heures après, tu te sens comment? Il y a quoi? Est-ce que tu as mal au ventre? Voilà. Ensuite, on va réintroduire aussi certains fruits et voir un peu comment ça va, comment ton humeur, comment tu te sens au niveau de ton humeur, comment tu te sens au niveau de ton transit aussi, et comment tu te sens au niveau du sommeil. Et on continue comme ça. Voilà. Ok, donc en fait, ça amène chaque personne, comme je le dis souvent, à être un peu un chercheur pour soi-même. Tu les amènes à s'écouter en réalité, quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment s'écouter. Encore, on parlait là tout à l'heure de pouvoir se poser, de ralentir. Et je pense que c'est encore dans la même optique, mais on ralentit et on s'écoute en fait. Et on écoute comment les aliments agissent sur nous. Complètement. Les gens qui passent par tes services sont des personnes qui sont atteints d'une maladie, des personnes qui ont peut-être un surpoids ou peut-être des personnes qui sont anorexiques à l'inverse, ou c'est des personnes, tu sais, lambda, qui n'ont rien de particulier en fait dans leur vie de tous les jours, mais qui du jour au lendemain se disent tiens, effectivement, ce serait peut-être bien que je m'intéresse à mon alimentation. J'ai vraiment de tout en fait. J'ai vraiment de tout. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est pas un modèle bien spécifique, c'est vraiment du cas par cas. Je peux avoir des personnes qui sont surpoids, en sous-poids, et j'ai déjà accompagné des personnes qui étaient plus en rémission de cancer et qui voulaient juste réapprendre à bien s'alimenter. Et voilà quoi, parce que je pense que c'est beau en fait en même temps, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont à la recherche de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Voilà.
j'ai l'impression que pendant des années, en fait, on existait, on vivait, on survivait. Voilà. Et là, en fait, on est plus dans la concentration de, en fait, pourquoi je me sens comme ça? Peut-être que c'est à cause de ça. Et ben, je veux travailler sur ça. Voilà. Et je trouve que de reprendre le pouvoir sur soi-même, c'est hyper important et pas tout le temps le donner, même si ça reste très important d'aller voir les docteurs et tout, mais de pas tout le temps le donner à d'autres personnes. C'est en fait essayer de se comprendre et essayer de maîtriser un peu l'être que l'on est, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai envie de dire même de revenir aux fondamentaux. Moi, j'en parle dans mes 2 livres, de revenir à une alimentation qui te convient, de faire attention à ton sommeil, d'avoir du mouvement, tu sais, dans ta vie, de te rapprocher de la nature le plus souvent possible, et pourquoi pas 10 minutes de relaxation par jour. Tu vois, je me dis qu'on faisait tous ça. Tu vois, si on faisait tous ça dans notre vie de tous les jours, au même titre qu'on se brosse les dents ou qu'on prend une douche parce que c'est devenu normal, moi, je suis sûr qu'on serait dans une société, mais complètement différente. C'est vrai. Je pense comme toi. Je pense vraiment que si on prenait le temps, encore une fois, le temps de faire tout ceci, de faire tout cela, on serait mieux. Maintenant, je suis pas arrivée au summum de moi-même et je suis contente de continuer à apprendre parce que je pense que de toute façon, selon l'âge, selon la période de nos vies, selon nos cycles, on évolue et on apprend davantage. Je me suis rendu compte pendant 1 an que je dormais pas super bien. Voilà. Et là, en fait, ça fait plus ou moins 2 semaines que j'ai repris un bon sommeil. Et j'avoue que je sens qu'au niveau de mon humeur, je me sens plus calme, je me sens plus connectée avec moi-même, je me sens plus réfléchie aussi. Donc, l'importance, encore une fois, du sommeil, quoi. L'importance du sommeil. Et ça, c'est un cheminement à vie, en fait. C'est pas j'ai trouvé la recette parfaite, j'ai trouvé mon alimentation parfaite, c'est bon, je suis parfaite. C'est pas vrai. C'est quelque chose qu'il faut constamment travailler et explorer. Tout à fait. Et puis en plus, comme tu le disais, alors pour vous les femmes, en plus, vous êtes cyclées. Ouais. Donc, raison de plus, j'ai envie de dire, pour être constamment à l'écoute. Mais bon, au-delà de ça, tout le monde, nous tous, en tant qu'êtres humains, c'est une vraie trajectoire de vie parce que on évolue, quoi qu'il arrive. On vieillit et puis la vieillesse amène aussi d'autres choses. Donc, il faut être plus prudent sur d'autres choses. Et puis, voilà. Pour moi, cette idée d'être un chercheur, tu sais, pour soi-même, une fois de plus, je trouve que c'est hyper pertinent d'être dans cette constance, tu vois, de savoir qu'est-ce qui me fait du bien, en fait. Qu'est-ce qui me permet, moi, tous les jours, d'être bien dans ma tête et d'être bien dans mon corps. Et ça me paraît fondamental. Tu as parlé très rapidement de gluten, de produits laitiers. On le voit souvent, et moi j'allais dire tant mieux, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais il y a de plus en plus de personnes, justement, comme tu le disais, tu sais, qui se posent des questions. Et souvent, ils en arrivent à enlever le gluten et à enlever les produits laitiers. Et comme par miracle, la plupart d'entre eux disent alors, ça y est, j'ai retrouvé la forme, ça va mieux. Est-ce que tu fais partie de ces gens, toi, à dire déjà commencer à supprimer le gluten et les produits laitiers? Je pense pas qu'il faut. Pour moi-même, ok, ça dépend, c'est du cas par cas encore. Je peux pas dire supprimer ceci, supprimer cela. Je pense qu'en fait, c'est posez-vous les bonnes questions et testez. Voilà. Testez pendant 1 semaine, pendant 3 jours. Voilà, vous arrêtez de manger un peu du pain pour voir un peu, ou bien favoriser peut-être pardon, je suis très anglophone, donc je cherche le mot sourdough bread, du pain. Ah, du pain. Ah, sourdough, je vois pas ce que c'est, mais j'imagine c'est du pain sans gluten, non? Non, c'est pas du pain sans gluten, c'est du pain qui est fait avec du gluten ancien, en fait, avec une farine. Une farine ancienne. Voilà, plus avec du pain de seigle, voilà, des pains un peu plus denses, voilà, parce que on remarque aussi que voilà, les pains anciens, ils étaient plus denses, donc vous allez manger peut-être 1 tartine, vous n'allez pas en manger 4, comme on a l'habitude maintenant avec les pains de mie et ces pains qui se digèrent très rapidement, donc ça veut dire que le sucre va plus vite encore dans notre sang, voilà, mais commencez graduellement, et puis après, si vous vous rendez compte qu'en fait, après avoir arrêté de manger du pain et vous êtes moins ballonné, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à explorer.
Voilà. Ou après avoir mangé, si vous avez arrêté de manger des pâtes, de blé, et que vous êtes moins gonflé, c'est qu'il y a quelque chose à explorer. Par exemple, moi, je vais manger plus des pâtes d'edamame, de fèves de soja noir, des pâtes de légumes qui me conviennent, qui sont aussi bonnes en goût, avec ma bolo, par exemple. Voilà. Mais, ou bien des pâtes de lentilles pour mes enfants, voilà, ou des pâtes de pois chiches, qui sont aussi tout à fait bonnes et qui nous apportent en plus énormément de bienfaits et qui n'ont pas un impact sur notre glycémie, donc notre taux de sucre dans le sang, aussi rapidement que des pâtes blanches qui sont cuites en 5 minutes. C'est clair. Je sais que la question du budget aussi, revient assez souvent dans l'alimentation. Est-ce que depuis que tu as changé toi, ton style alimentaire, est-ce que tu as l'impression que ton panier a augmenté ou pas forcément? Parce qu'on sait que c'est un peu plus cher, tu sais. Moi, je pense que ce qui coûte cher, c'est être en mauvaise santé. Ok. Voilà. Déjà, ce qui coûte cher, c'est être en mauvaise santé. Ça nous impacte nous, ça impacte les gens autour de nous. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vu que je mange assez de protéines et de bonnes graisses et de bons glucides à travers mes légumes et mes fruits, ben j'ai moins faim. Donc, je vais moins manger. Donc, par exemple, je suis plus sur 2 repas par jour parce que le gras a une capacité de satiété de plus ou moins, les gras et les protéines de 5 heures. Or que si je mangeais un croissant le matin, 2 heures plus tard, j'aurais faim. Donc, vu que je mange moins, mais je mange de meilleure qualité, ça n'a pas forcément augmenté. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais tu prêches à convaincu, parce que moi aussi, c'est pareil, j'ai 2 repas, on va dire, par jour. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un vrai repas. Par exemple, là, avant de commencer notre live, moi, j'ai mangé des fruits. Mais tu vois, j'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai juste mangé des fruits là à midi. Et après, le soir, moi, je termine de dîner vers 19h30. Et après, tu vois, le lendemain, je remange que vers midi, 13h. Donc, c'est des fruits, puis un repas le soir. Donc, moi, je suis un peu comme toi. Par exemple, moi, ce que j'aurais fait pour le petit-déj, parce que le fruit tout seul, en fait, va quand même te donner un pic de glycémie. Donc, il va quand même augmenter ton sucre dans le sang. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est par exemple avoir ton fruit avec ton yaourt qui va être ta protéine, donc du yaourt grec, du cottage cheese, du kéfir, enfin voilà, du yaourt, et puis une purée de noisettes, une purée d'amandes. Et en fait, ça va avoir un effet plus lisse sur ta glycémie, ça va t'apporter des protéines et ça va te donner encore plus d'énergie jusqu'à ton repas du soir. C'est exactement ce que je fais. Excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Désolé. En fait, les fruits, moi, je les mélange, mais plutôt avec un yaourt végétal, donc c'est coco. Voilà. C'est de la coco. Et puis, en fait, je mets des graines, effectivement. Je mets aussi des graines de goji. Et oui, c'est clair. Après, même quand je vais faire mon heure de sport, donc c'est-à-dire une heure de vélo vers 4h30 de l'après-midi, je suis encore en pleine forme et j'ai pas cette sensation de faim. Elle vient vraiment sous les coups de 18h30, 19h. Quoi. En fait, on a mangé quasiment presque la même chose, en fait, aujourd'hui. Ah voilà. Et c'est vrai que moi aussi, j'aurais moins faim. Et je trouve que c'est important de le préciser, en fait, pas dire juste j'ai mangé des fruits, parce que les gens vont se dire, voilà, je mange une banane ou je mange une orange, c'est suffisant. Mais c'est absolument pas suffisant. C'est aussi un moyen de se carencer. Et souvent, il y a... quand on parle beaucoup d'alimentation comme ça, il y a beaucoup de troubles de comportement alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de comportement alimentaire et qui ne sont pas au courant. Et en fait, de manger juste une banane ou juste un smoothie. Donc, le smoothie, moi, c'est mon ennemi parce qu'en fait, on mixe le fruit et on enlève toutes les fibres, alors que la mastication est tellement importante pour la digestion. Donc, déjà, juste ça, voilà. Donc, ils vont se dire, j'ai pris mon smoothie, c'est bon. Non, en fait, c'est pas ça un petit-déj. Un petit-déj, c'est vraiment rajouter des protéines, même protéines végétales. Moi, j'ai pris un yaourt soja, protéines végétales, tes graines, voilà. Il faut que ça soit complet. C'est pas juste un fruit. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que en fait, c'est tellement une habitude que je dis que je mange des fruits, mais bon, c'est vrai que je ferai attention maintenant, je leur préciserai. Et donc, oui, c'est pareil, tu vois, je t'ai précisé une chose, mine de rien, mais qui me paraît importante, mais c'est pareil, moi, je vais parler pour moi, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Tu vois, je t'ai dit que je dînais à 19h, 19h30, que j'avais terminé vers 19h30 et que je recommençais à manger mon premier repas que vers midi et demi, parce que
dans mes recherches aussi, j'ai découvert, et puis j'ai testé, et du coup ça me convient, que de laisser à peu près 16 heures entre le dernier repas et le prochain, c'était plutôt bon justement pour notre organisme. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je suis tout à fait d'accord et je trouve que c'est important et c'est bizarre parce que ça devrait être logique, mais quand on dort, on jeûne en fait. Hein. Ouais. Donc, si vous dormez 8 heures, dites-vous que c'est déjà 8 heures de jeûne que vous avez entamé. Et je trouve que c'est hyper important de donner l'occasion au corps de procéder comment on dit ça, d'utiliser en fait ce qu'on lui a donné, l'énergie qu'on lui a donnée pour bien fonctionner et de laisser la place en fait après au prochain repas. Donc là, on va parler de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est très très intéressant, c'est très puissant. C'est pas une mode, c'est ce qu'on fait, c'est que beaucoup de sociétés et de populations font encore parce que déjà ils n'ont pas accès à la nourriture H24 comme nous. Et en fait, c'est une manière aussi à notre corps de régénérer des cellules. C'est une manière à notre corps de digérer ce qu'on lui a donné. C'est une manière à notre corps de comprendre ce qu'on lui a donné. Voilà. Et pour moi, le jeûne, c'est assez intéressant. Mais attention, quand on est une femme, on ne peut pas jeûner comme un homme. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah moi, le matin, j'ai pas faim, je jeûne ». Et chez beaucoup de femmes, mais ça a été mon cas où je ne mangeais jamais le matin. Mais en fait, quand on est une femme, on ne peut pas jeûner comme un homme. Il faut écouter vraiment son cycle. Par exemple, 10 jours avant ses règles, pour une femme, jusqu'au 2e jour des règles, il ne faut absolument pas jeûner pour que notre corps, en fait, puisse recevoir l'énergie qu'il a besoin pour que notre cycle se passe bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, juste avant d'être indisposées, elles ont des fringales énormément. « Oh mon Dieu, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de manger. » En fait, si tu manges le matin, tu manges le midi, tu manges le soir, tes fringales, elles vont quasiment être inexistantes. Bien voilà. Et ça, c'est important de préciser. Donc, le jeûne, c'est naturel. Le jeûne est aussi un outil. Voilà. C'est un outil pour avoir une clarté mentale, pour se reconnecter aux choses essentielles, et aussi pour apprécier la nourriture que l'on va consommer. Et c'est numéro 5, un moyen de faire des économies parce qu'on ne mange pas beaucoup du coup. Mais ça déconne, c'est vrai, hein, parce que, tu l'as dit, mais en fait, du coup, comme tu ne manges pas, on va dire comme tout le monde, oui, factuellement, tu consommes moins. Mais moi, c'est pareil, en fait, du coup, je consomme plutôt des produits de qualité. Et mon panier aussi n'a pas évolué de ce que je faisais avant quand j'habitais à Paris il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc très intéressant. Et autre chose, alors c'est toujours par rapport en fait à ces cycles-là, de jeûne. Est-ce que tu penses que une personne qui, non, en fait ma question c'est est-ce qu'on peut recommander à tout le monde ce jeûne en fait entre guillemets, tu vois donc ton dernier repas il est à 19h, après tu remanges plus tard. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qu'on peut recommander à tout le monde, mis à part le fait, ce que tu viens de nous expliquer, hein, pour les femmes quand elles ont leur période de cycle, d'être assez attentives. Mais je me pose toujours la question de savoir si c'est vraiment recommandable pour tout le monde. Ce n'est pas recommandé pour les femmes enceintes, évidemment. Ouais. Et encore même enceinte, pour l'avoir vécu, si je n'ai pas faim jusque midi, si vous n'avez pas faim jusque midi et que vous n'êtes pas en hypoglycémie, vous n'avez pas mal à la tête, voilà, écoutez-vous en fait, tout simplement. Et puis le jeûne aussi, c'est pas recommandé pour toutes les personnes enceintes, les enfants. Même si, en vrai, les enfants, ils mangent aussi. Par exemple, moi, mes enfants, je leur donne à manger que lorsqu'elles ont faim. Donc, je ne les affame pas, c'est important de le dire, mais je ne veux pas que ça soit comme avant, comme à l'époque, on disait, voilà, c'est le petit-déj, il faut que tu t'assieds et que tu manges maintenant. Non, en fait, je n'ai pas faim. Alors, c'est vraiment écouter aussi, est-ce que tu as faim, tu n'as pas faim? Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. Et parfois, elles n'ont pas faim jusqu'à 11h30. Elle dit, maman, maintenant on a faim. Ok, maintenant tu sais ce que c'est d'avoir. C'est pas tu sais ce que c'est d'avoir faim, mais voilà, tu connais la sensation de faim. Je vais te nourrir. Voilà, parce qu'on a perdu cette sensation de faim. On ne sait même plus si on a faim ou si on n'a pas faim. En tout cas, les personnes qui sont enceintes, les personnes âgées, il faut faire attention aussi.
si on souffre de diabète, voilà, si on a certaines maladies, on prend des médicaments, il faut quand même faire attention avec le jeûne. Voilà. Ah, on est d'accord. Tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant sur lequel je voulais rebondir justement, c'est que la plupart des personnes mangent pour moi de manière conditionnée. C'est-à-dire qu'ils mangent le matin à peu près tous à la même horaire, après ils mangent à midi à peu près tous à la même horaire, et puis ils mangent aussi le soir à peu près tous à la même horaire, en gros. Hein. Et ils écoutent plus ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette sensation de faim. Est-ce que j'ai vraiment faim ? En fait, est-ce que quand je me réveille le matin, je mange pas ou je prends pas mon petit café tous les matins, juste pur par habitude et par conditionnement ? C'est une vraie question, hein. Je vous invite à y réfléchir, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que 80% des gens, c'est ça en fait, ils sont conditionnés. Ah ouais, non, ils sont complètement conditionnés. Et moi, c'est assez marrant parce que quand on vient chez moi, j'ai déjà eu des personnes qui venaient chez moi, ils disaient « Ah, mais Amanda, il est midi, on n'a pas mangé. » Je dis « J'ai pas fini de préparer. » Je dis « Est-ce que vous avez faim ?» Non, je suis OK. Et puis, « Ah, mais Amanda, c'est bizarre, on mange à 15h chez toi. » Je dis « Nous, on mange quand on a faim. » Voilà, ouais. Il y a toujours de la nourriture dans la cuisine et quand vous avez faim, vous vous servez, vous mangez. Mais je trouve que de se mettre des heures comme ça, c'est déjà prendre du temps aussi parce que par exemple, si tu n'as pas faim le matin, tu peux peut-être travailler sur quelque chose, voilà, tu peux peut-être être productif sur quelque chose et manger quand tu auras vraiment faim. Voilà. Donc, je trouve que la sensation de faim aussi se confond beaucoup avec la sensation de soif. Voilà. Est-ce que tu as faim ou tu as soif ? Moi, c'est une question que je pose énormément à mes coachés. Si tu as faim, bois de l'eau d'abord pour voir. Et si en fait tu as vraiment faim, tu mangeras. Parce que là, la faim, c'est une sensation qu'on sent en fait. C'est une grande transition de parler de l'eau parce que c'est pareil, c'est un vrai sujet, je trouve, l'eau. Je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel tu t'es intéressé, mais je trouve que c'est très compliqué de trouver de la bonne eau à l'heure d'aujourd'hui. Et pour moi, ça a un impact justement, notamment dans le domaine de la santé et dans notre bien-être général. Est-ce que toi, tu fais attention à l'eau que tu consommes ? Et deuxième question, est-ce que tu sais, alors on recommande de boire 1,5 litre d'eau par exemple par jour. Est-ce que tu es attentif à tout ça ? Alors, en vrai, je ne fais pas forcément attention à la qualité de l'eau, à part cet été en juin. J'étais en Suisse, à Saint-Moritz, et en fait, à l'hôtel, on pouvait boire directement de l'eau du robinet, en fait, ou de l'eau de source. Et en fait, j'ai senti la différence. J'ai vraiment senti la différence de l'eau courante, dans les bouteilles, et l'eau de source qu'on peut boire directement. Donc là, j'ai senti la différence. Aussi, l'eau que l'on consomme pour l'instant, en général, ne t'hydrate pas forcément. Voilà, c'est pour ça que moi, je prends des électrolytes. Parce que quand on boit beaucoup d'eau, on évacue. Moi, je suis quelqu'un de petite et quand je bois énormément d'eau, je vais énormément aux toilettes. Donc, j'évacue énormément de sels minéraux. En plus, je ne mange pas énormément de glucides, de sucre. Donc, je n'ai pas cette capacité de retenir énormément d'eau. Parce que pour 1 gramme de glucides, on retient 3 grammes d'eau. Voilà. Donc, je n'ai pas cette capacité de retenir de l'eau. Donc, je prends des électrolytes qui sont des sels minéraux, donc des magnésium, potassium, sodium, qui vont permettre de rester hydraté. Voilà. Donc, je trouve que les électrolytes, souvent, quand on est malade, ou là, récemment, j'ai eu une intoxication alimentaire et on va à l'hôpital, on va dire, il faut que vous preniez des électrolytes. En fait, des électrolytes devraient faire partie de notre quotidien et on n'aurait pas besoin de boire 1,5 litre d'eau pour être hydraté, en fait. Je suis d'accord. Ça me fait penser justement aux compléments alimentaires parce que ça commence à devenir un vrai sujet, j'ai l'impression, là, ces dernières années. Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport aux compléments alimentaires ? En fait, les compléments alimentaires, les gélules, c'est assez marrant parce que j'ai récemment appris, parce que je fais partie à un salon du biohacking. Moi, je suis très curieuse de voir un peu toutes les technologies et tout ce qui se passe. Tout le monde veut être en bonne santé, c'est une obsession. Et je suis arrivée à un stand et les gens, mais moi aussi, je l'ai fait parce que j'étais trop curieuse, se mettaient des compléments, des suppléments alimentaires en intraveineuse. En fait. Wow. Voilà. Okay. Et en fait, au début, j'ai posé la question, je dis mais allez, c'est quand même fou. En plus, on voyait tout le monde avec leur Baxter de vitamine D et tout. Je dis mais c'est vraiment, c'est Matrix ici. Qu'est-ce qui se passe ?
Et en fait, j'ai appris que quand on prend des suppléments alimentaires, par exemple, vous prenez du magnésium, si c'est une gélule, vous ne recevez que même pas entre 40 et 50% du magnésium de la gélule, en fait. Donc, en fait, en gros, vous ne recevez pas vraiment le supplément alimentaire. C'est beaucoup du marketing ou quelque chose comme ça, mais en intraveineuse, on arrive à avoir jusqu'à 90% du supplément, en fait. Et donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, moi, tout ce qui est gélules, magnésium, c'est vrai que c'est intéressant avec de la vitamine D, parce que les deux vont ensemble. Mais je trouve que l'alimentation, encore une fois, voilà, on a ce qu'il faut en alimentation. Et si on ressent le besoin de se supplémenter, allez faire une prise de sang, ayez les data, voilà, les data qui vous disent, ah voilà, vous êtes en manque de ça, 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 faites des cures de 3 mois, vous n'êtes pas obligé de prendre des gélules toute votre vie. Et ensuite, regardez comment vous vous sentez. On a une petite question de Cécile qui nous dit faut-il privilégier les aliments à indice glycémique bas ou pas, car grande mode en ce moment? Bien sûr qu'il faut les privilégier. Voilà. Moi, franchement, pour ça, mon discours, c'est peu importe l'alimentation que l'on adopte, la réduction des sucres est primordiale. Voilà. Donc, l'impact du sucre, du taux de sucre de l'aliment qu'il va avoir sur votre sang est important parce que ça va avoir un impact sur votre humeur, ça va avoir un impact sur vos hormones, ça va avoir un impact sur la manière dont vous allez stocker vos graisses. Donc, tout ça, c'est assez important. Et plus un aliment est IG bas, moins le sucre va se diffuser dans votre sang. Voilà. Ok. Oui, quand tu parles d'IG, pour les gens qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, c'est indice glycémique. Ouais. On ne sait jamais. Je pense notamment aussi, parce qu'on parlait un peu des femmes avec les cycles, pour les femmes qui sont en préménopause ou en ménopause, est-ce que tu as des recommandations spécifiques? Déjà, ne mangez pas comme quand vous aviez 20 ans ou 30 ans, voilà, parce que je pense que vraiment, j'accompagne énormément de femmes en général et c'est important parce qu'elles se disent oui, mais quand j'avais 20 ans, je mangeais comme ça et tout se passait bien. Mais en fait, notre corps change, nous sommes des êtres qui changeons et donc il faut vraiment adapter son alimentation à la personne que l'on est en fait aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a certaines personnes, je vais leur dire, mangez plus low carb, donc mettez de la patate douce, mangez du pain sans gluten, ou essayez de vraiment vous écouter. Faites du sport. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Ménopause, préménopause, on ne fait pas du sport parce qu'on est jeune. On fait du sport. On a encore plus besoin de faire du sport justement dans ces périodes-là de nos vies, parce que voilà, l'impact de nos exercices va augmenter nos tissus osseux, ça va avoir un impact sur notre santé mentale, il y a tellement d'impact. Donc voilà, c'est l'alimentation, éviter la restriction. Le jeûne, quand on est en préménopause et en ménopause, donc dans cette période où on est hyper hormonal, il faut faire attention, voilà, et être bien conscient et écouter son corps. Merci beaucoup, Amanda. Tu vois, ça passe très vite, ça fait déjà quasiment 1 heure. Ah oui. Est-ce que tu as une actualité fraîche ces derniers temps, à part le dernier livre qui est sorti, là, que je remontre, Ma pâtisserie sans sucre? Est-ce que tu as de l'actu en ce moment que tu aimerais parler? J'ai le plaisir de faire plusieurs ateliers dans les écoles. Donc, pour moi, je trouve que c'est hyper important, ou même en entreprise. Je trouve que c'est génial d'avoir maintenant des entreprises qui font appel à des personnes comme moi pour pouvoir éduquer leurs employés, leur donner aussi ce boost, parce que quand on est au travail, et à 4 heures, on a un peu ce crash là où on a envie de manger du chocolat, on a besoin de ce café, et puis après, on ne dort pas parce qu'on a bu du café trop tard. Donc, voilà, et puis les effets du burn-out et ceci et cela. Donc, les entreprises sont de plus en plus conscients par rapport à ça. Ils font appel à moi pour que je fasse des ateliers, que j'apprenne à cuisiner à leurs employés, et aussi les écoles. Et je trouve que, voilà, on est dans une ère où
le changement commence à opérer. Moi, j'ai de l'espoir là. J'ai de l'espoir. Voilà. Voilà. J'ai de l'espoir. Et puis, mon beau livre qui vient de sortir, Ma pâtisserie sans sucre. Voilà, des alternatives. Là, vous voyez des éclairs au chocolat, mais ils sont sans gluten, ils sont sans sucre et ils sont pourtant délicieux. Et voilà, trouver des alternatives qui sont bonnes. Voilà. Merci beaucoup, Amanda. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Tu disais que tu étais présente sur Instagram. C'est quoi? Il faut taper Amanda Abagima? Voilà, Amanda Abagima, il n'y a que moi. Et puis aussi, on peut se parler sur LinkedIn, on peut se parler sur Instagram. Voilà, donc je suis là. Ouais. Et je suis aussi cofondatrice du Sugar Free Festival. Donc, ça a été le premier festival du sans sucre de France. On a eu la deuxième édition qui s'est fait en mai 2025. Et voilà, donc on continue. Bravo. Merci pour toute l'énergie que tu mets. Amanda, je te souhaite une très belle fin de journée. Merci à toi aussi. Bon appétit aussi. À tout bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. Et voilà les amis, c'était donc Amanda Abagima. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous voyez comme l'alimentation est super importante. Je vous en parle notamment dans mes livres. J'en parle beaucoup dans mon premier livre, C'est quoi le bonheur pour vous, en chemin vers soi, que je vous remontre à l'écran, où il y a tout un chapitre qui est dédié justement à l'alimentation. Et j'en en parle aussi rapidement dans certains chapitres de mon deuxième livre, C'est quoi le bonheur pour vous, en quête de sens. Je vous rappelle des dates importantes. Le 7e congrès Innovation en éducation aura lieu donc le 21 et le 22 février à Nîmes, dans le tout nouveau Palais des Congrès de Nîmes. Donc si vous voulez passer un bon moment avec nous, vous tapez Congrès Innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site du congrès pour prendre votre place. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée ou une très belle matinée, peu importe à quel moment vous écoutez et vous regardez ce live. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.